Dans le cadre d'Octobre Rose, l'Association des femmes chrétiennes apporte sa contribution avec la journée Espoir Rose en soutien aux femmes et à leurs familles qui luttent contre cette maladie avec l'accent cette année sur la prise en charge, les soins et les thérapies. Nos équipes et celles de notre partenaire DGM Media nous plongent en immersion au cœur du parcours de soins des patientes atteintes de cancer du sein. Nous avons rencontré les équipes soignantes de l'Institut Raphaël, situé en banlieue proche de Paris, pour vous présenter le protocole d'accompagnement mis en place pour les patientes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Le docteur Alain Toledano, médecin cancérologue et président de l'Institut Raphaël, revient sur les premières étapes de la prise en charge, qui sont le dépistage, le diagnostic et le traitement. Donc, le cancer du sein, lorsqu'on le diagnostique précocement, on en guérit dans plus de 95% des cas. Cela nous incite à proposer à chaque femme un dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans, en faisant des mammographies tous les 2 ans. Pour les femmes à risque, on va souvent jusqu'à faire des mammographies chaque année. Et puis, essayer d'inciter les femmes à s'auto-palper les seins. Dès qu'on sent une boule, s'il y a un écoulement mammaire, un changement de la peau, alors ce sont des signes qui doivent nous faire consulter. Donc dépister le cancer du sein, ça permet de sauver des vies. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de femmes ne vont pas se faire dépister. Et malheureusement, on a vu aussi, avec le Covid, des femmes qui se disaient « Tiens, c'est secondaire ». Donc aujourd'hui, on voit arriver des patientes avec des cancers diagnostiqués un peu plus tardivement. Donc on aura traité de façon plus agressive, parfois avec des chimiothérapies qu'on n'aurait pas faites auparavant. Aujourd'hui, lorsqu'on diagnostique un cancer du sein, on a 2 types de risques. Le risque local, que la maladie ne prenne de la place dans le sein, ou le risque que la maladie n'aille se loger ailleurs. Plus tôt on diagnostique le cancer du sein, plus on a de chances de pouvoir proposer des traitements qu'on appelle conservateurs, c'est-à-dire garder son sein et enlever juste la tumeur. Aujourd'hui, dans les pays où le dépistage est installé, dans 80% des cas, on conserve le sein en opérant uniquement la maladie lorsqu'elle est de petite taille. Par contre, lorsque la maladie est de plus grande taille dans le sein, ou lorsqu'il y a plusieurs cancers de foyer dans le sein, on enlève le sein, ce qui est mutilant, ce qui est parfois compliqué à accepter. Donc on a cette chirurgie qui a fait des progrès, la chirurgie du sein, et la chirurgie de la reconstruction. De plus en plus de femmes veulent vivre avec leur féminité, se soucient de leur sexualité, comment on vit après, et on a fait des progrès en chirurgie. En complément de la chirurgie du cancer du sein, on a aussi la radiothérapie. Les rayons X transparents, des énergies qu'on délivre sur le sein ou sur la paroi, sur la peau, pour diminuer les risques de rechute. Et là aussi, on a fait de grands progrès, puisqu'on arrive à cibler très précisément avec la radiothérapie pour diminuer les risques de rechute sans abîmer ni la peau ni les organes autour. Et pour diminuer le risque que la maladie du cancer du sein n'aille ailleurs dans le corps, on a plusieurs traitements. La fameuse chimiothérapie que les femmes craignent parce qu'elle peut faire tomber les cheveux, même si les cheveux repoussent, c'est un stade compliqué et c'est ce que redoutent la plupart des femmes. Fort heureusement, on n'est pas obligé de faire de la chimiothérapie à chaque fois, d'où l'importance d'aller se faire dépister. Et enfin, dans 3/4 des cas, le cancer du sein est sensible aux hormones de la femme, les œstrogènes, la progestérone. Et du coup, on propose des hormonothérapies. C'est des médicaments qui diminuent le taux d'hormones de la femme, et donc diminuent le risque de rechute. Donc vous voyez bien toutes les thérapies du cancer du sein, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, et les progrès qu'on a fait dans le dépistage, avec des mammographies qui arrivent à détecter des cancers de quelques millimètres, sur des seins de femmes parfois très denses, compliqués à examiner. Donc il y a des progrès de l'imagerie. Et tout cela a fait qu'on arrive à guérir de plus en plus de patientes en les mutilant de moins en moins. Les missions de l'Institut Raphaël sont diverses et permettent la construction d'un parcours de soins adapté et personnalisé à chaque patiente. Aujourd'hui, on s'occupe bien de la maladie, mais est-ce qu'on s'occupe bien des patientes? C'est la question. Parce que notre médecine traite des cancers, mais il va falloir qu'on traite des gens. On a choisi ce nom de l'Institut Raphaël parce que Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Ici, on va avec chaque patiente, pendant et après son traitement pour un cancer, co-construire des parcours d'accompagnement qui sont orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique,
le bien-être, le retour à l'emploi, accompagner des patientes, évaluer ce qu'on fait et on offre les soins. L'accessibilité, c'est important. On doit traiter de la même façon tout le monde, quelle que soit la condition sociale. Et aujourd'hui, en France, 4 millions de gens ont ou ont eu un cancer. On peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. On a donc besoin de se recentrer sur l'individu et de l'accompagner pour être en meilleure santé. Parce que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. La santé est une composante entre la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé environnementale. Et c'est donc cette santé intégrative qui va intégrer chaque acteur et chaque dimension de la vie, qui va nous permettre de retrouver les équilibres de vie, qui vont permettre à chaque patient et chaque patiente de se sentir guéri. Donc c'est une façon de promouvoir la santé globale et d'accompagner chaque patient en se souciant de qui il est et pas uniquement de la maladie qu'il a. Après l'annonce du diagnostic, l'offre d'accompagnement proposée par l'Institut Raphaël englobe différents ateliers permettant une prise en charge complète et concrète pour ces femmes touchées par la maladie et souvent dévastées. Alors, je suis coordinatrice de soins et responsable de la coordination à l'Institut, diplômée aussi d'éducation thérapeutique du patient, diplôme qui est reconnu par la Haute Autorité de Santé et l'Agence régionale de santé, qui permet d'aider les patients à acquérir des compétences ou maintenir des compétences dans le suivi de sa maladie et de sa maladie chronique. Alors, comment ça se passe? Nous recevons le patient suite à son premier entretien avec son médecin oncologue, donc à l'annonce ou alors la suite de ses traitements. Et c'est le premier espace dédié aux patients, la consultation de parcours. Donc nous avons une consultation de parcours initiale, ensuite il y a un entretien de suivi et il y a un bilan final qui nous permet d'apprécier les bénéfices des soins que le patient va recevoir ici à l'Institut Raphaël. Alors je m'explique. Cet entretien va durer 1 heure. C'est un espace dédié aux patients où il n'y a ni jugement, ni tabou. On va être à l'écoute de ses fragilités, de ses questionnements. On va reprendre avec lui tout son dossier médical. Et on va, avec toute notre équipe ici et la transdisciplinarité des soins que l'on propose à l'Institut, co-construire avec lui un parcours de soins personnalisé où on va souligner ses ressources, ses compétences, ses projets de vie. On va centrer notre approche sur l'individu et non plus sur ce corps malade à soigner, mais sur ses projets de vie et voire même ses proches et ses aidants. On va co-construire avec lui un parcours qui lui ressemble. La coordination de soins est un nouveau métier que l'on a mis en place à l'ouverture à l'Institut Raphaël pour pouvoir vraiment avoir un accompagnement adapté, cohérent et personnalisé. Alors là, la question est assez vaste. Ici, à l'Institut Raphaël, c'est un métier qu'on a créé dans cette cellule de coordination. On a créé un nouveau métier qui est la coordinatrice de parcours. Nous, ici, pour qu'on puisse vraiment être dans cette prise en charge globale du patient, il fallait bien un espace dédié dans lequel on pouvait accueillir ses questionnements, ses fragilités, ses besoins, et de pouvoir, grâce à tous nos collègues ici, parce que nous, ici, on travaille sur 3 grands axes, qui sont l'axe psycho-émotionnel, le suivi nutritionnel et l'activité bien-être, l'activité physique. Et sur ces 3 grands axes, il y a plus de 40 disciplines qui sont proposées. Nous sommes plus de 60 soignants à intervenir. Pour qu'on puisse avoir un parcours de soins personnalisé, cohérent, adapté, il était important d'avoir une coordinatrice, une référente pour ce patient, afin de lui assurer un parcours qui lui ressemble, avec un objectif thérapeutique. Il n'était pas concevable de pouvoir le faire autrement. L'éducation thérapeutique du patient, justement, si on pouvait la résumer en une phrase, c'est qu'on n'est plus dans un paternalisme, mais on est dans un partenariat. On est des facilitateurs, on vient souligner les ressources, on vient souligner les projets de vie et on crée ce qu'on appelle des boucles de renforcement à l'Institut. L'oncopsychologie, c'est en fait prendre en charge un patient qui est atteint d'un cancer
et identifier en fait les atteintes psychosociales qu'il peut y avoir liées à la maladie. Donc on va prendre en compte en fait les perturbations conjugales, familiales, sociales, donc dans le travail, dans la famille. Et donc en fait on va considérer le patient dans sa globalité et non pas juste un patient qui est atteint d'une maladie. En tout cas, on va regarder les répercussions qu'a la maladie dans les différentes sphères, domaines du patient. Alors, blocage ou problématique, du coup, bien souvent, déjà, c'est l'acceptation de la maladie, du diagnostic et de la maladie, un sentiment de vulnérabilité qui vient souvent avec, c'est-à-dire que on se pense immortel et on découvre en fait qu'on est vulnérable. C'est une altération de l'image de soi, quand il y a une chirurgie par exemple, surtout dans la maladie du cancer du sein, dévalorisation de l'estime de soi souvent, donc qui s'accompagne d'une baisse de la confiance en soi. Donc ça va avoir des répercussions au niveau conjugal, au niveau familial. La place qu'on avait dans la famille ou au sein du couple va changer du fait qu'on change en fait, et ça va être, peut retrouver aussi la même chose au niveau du travail. On va avoir une perte de confiance en soi. Bon, souvent il y a aussi un arrêt de travail de toute façon qui vient avec. Mais déjà on va les recevoir et la chose principale en fait qui est importante, c'est de leur offrir un espace d'écoute. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir en fait exprimer leur ressenti, leur vécu, leur peur, leur détresse, et on va avec eux, en les accompagnant, en les soutenant, élaborer en fait ces ressentis. Donc on va travailler aussi sur leur mécanisme de défense, ou en tout cas on va travailler sur leur représentation par exemple de la maladie, représentation des traitements. Quand il y a de l'anxiété, on va essayer, en fonction de la situation, d'éclairer la situation d'une autre façon, ce qui va donner un autre point de vue au patient et qui va faire son chemin dans le temps. Voilà. Au sein de l'Institut Raphael, j'interviens en tant que psychologue du travail et coach en développement professionnel. La question du retour à l'emploi, du maintien, comment concilier ses soins avec une activité professionnelle, c'est un sujet qui est primordial et qui n'est pas nécessairement accompagné dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a à cœur de faire évoluer. Et je vais recevoir des personnes qui sont confrontées à différents types de situations. Des personnes qui sont en poste et qui ont juste le diagnostic d'une annonce d'un cancer et qui se sentent bouleversées, perdent de leurs repères et s'interrogent sur l'après. Comment ça va se passer, comment l'annoncer à son employeur. Donc ce sont des questions qu'on va travailler ensemble, qu'on va traiter au travers de la gestion des émotions déjà. L'annonce de la nouvelle, c'est un véritable bouleversement, mais comment aussi l'aborder avec des mots justes, sans se sentir dépossédé de sa vie, sans avoir à se justifier et sans trop en dire, en restant professionnel. Mais en tout cas, pouvoir annoncer certaines choses afin qu'il y ait une meilleure compréhension et un accompagnement humain en ce sens. Ensuite, on va avoir des personnes qui sont en arrêt maladie et qui envisagent un retour à l'emploi, mais qui se sentent perdues. Parce que elles vont avoir pendant plusieurs mois, voire même des années, mené un combat contre la maladie. Et puis cette période qui les a vraiment questionnées va remettre en question beaucoup de choses. Parfois ça peut être l'orientation, un désir de reconversion. Parfois ça va être de se dire je suis censée reprendre, je vais mieux, je suis guérie et pourtant je me sens dépossédée de mon énergie. Je suis démotivée, je ne sais plus où j'en suis. Et donc, la quête de sens va amener à se poser des vraies questions, va permettre de se réapproprier sa vie, d'identifier ce qui nous donne envie de nous lever de bon matin, en tout cas ce qui leur donne envie de se lever de bon matin, ce qui en fin de journée va leur donner la sensation d'avoir été à la bonne place, parce que se réaliser professionnellement, c'est aussi quelque chose qui booste la pulsion de vie et qui permet de se réaliser et puis de ne pas se sentir enfermé dans la maladie. Quand à un moment donné, on est en traitement, la notion de faire et d'être, elle est inextricablement liée et on peut se réduire à ce que l'on vit. Or, on est tellement d'autres choses.